Notre invité de la semaine est co-porte-parole de Québec solidaire, un parti qu'elle a d'ailleurs contribué à fonder. Elle vient de sortir un livre sur son parcours d'intégration dans la société québécoise et semble déterminée à mettre les chicanes internes derrière, aux côtés d'un tout nouveau co-porte-parole flambant neuf masculin. Elle souhaite ainsi mettre la souveraineté de l'avant aux prochaines élections provinciales, malgré des sondages peu reluisants et une posture différente du PQ sur la façon de le faire. Bienvenue, Ruba Gazal, ou devrais-je dire Rita Gamache. Raconte ton anecdote. Oui, bonjour Hugo, merci de l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être ici. Ça me fait Rita plaisir. Gamache, ça c'est très drôle. Ça, c'est ton genre de surnom un peu ironique que tu as déjà utilisé. Et Rita Gamache, qui est moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. C'est de là que je viens. Je suis une bleuet. Ça, c'est vraiment mes collègues il y a 20 ans, quand je travaillais chez Bombardier, moi j'ai travaillé en usine en santé, sécurité, environnement, qui ont décidé, parce qu'ils trouvaient que j'étais tellement québécoise et tout ça, Ruba Gazal, c'est un nom bizarre. Ben non, toi t'es tellement québécoise, maintenant ton nom québécois c'est Rita Gamache, et tu viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça a été la consécration, ça veut dire que je suis intégrée. C'est très drôle. En fait, on va revenir sur ton Et je parle de ça dans mon livre. C'est là que j'ai vu ça. J'ai vraiment aimé ma lecture, mais ça, on va en reparler. Je veux juste revenir un peu sur... C'est une grosse semaine. Une grosse semaine. Oui, absolument. Semaine. Grosse semaine positive. Ah oui? Ah positive? Oui, ben oui. Je veux juste revenir. Tout le monde en parle dimanche. Ça a-tu bien été? Oui, moi j'étais assise dans un angle où je voyais juste des beaux monsieur. Je voyais seul, fait que je voyais pas les autres. Oui, non, c'est ça. Mais bon, j'en dirai pas plus. Oui. Non, parce que sinon ma soirée aurait été gâchée, mais finalement non, ça s'est bien passé. Ça a été correct. Oui, parce que on a montré un nouveau duo, un nouveau souffle pour notre parti. Oui. Où est-ce qu'on a eu beaucoup de transitions, beaucoup de toutes sortes d'affaires qui se passaient. On était beaucoup concentrés sans le vouloir sur notre nombril. Ouais. Et là, on parlait à la population sur les vrais enjeux que les gens vivent, puis il y en a, avec un nouveau duo sympathique avec Sol Zanetti que j'aime d'amour. Ouais. Sol, c'est lui qui a gagné. Il y a eu une course, là. Ça aurait pu être les autres. Je sais que je me serais bien entendue, mais je suis très, très heureuse. Vous autres, vous arrivez, vous êtes un nouveau duo. C'est une belle tribune pour un parti politique. Et là, vous voulez parler de vos affaires. Et là, boum, dans les invités, vous avez Mathieu Bock qui casse du sucre sur le parti avec beaucoup d'amis du journal depuis. Est-ce que votre réaction, c'est « Wow, un débat d'idées, on va dialoguer » ou « Fuck, on va se faire... on va falloir être à la défense » ou on va se crêper le chignon un peu? Nous, c'était très important pour nous de parler de Québec solidaire puis ce qu'on apporte à la population, puis surtout de présenter notre nouveau duo. Il y a beaucoup de gens, ils ont probablement pas suivi notre course au co-porte-parole, peut-être qu'ils me connaissent pas encore. Donc, c'était vraiment de présenter ce parti, le seul parti progressiste de gauche à l'Assemblée nationale. On sent de plus en plus pour qui les services publics, de régler les vraies crises, là, pas les crises imaginaires, crise du coût de la vie, de l'itinérance, qui est une crise humanitaire, du logement, toutes les affaires qui font souffrir le peuple. Ben nous, on est là pour ça. Puis c'est important que les gens voient les humains qui sont là. Fait qu'on s'est beaucoup concentré sur nous, ce qu'on a apporté. C'était pas... Puis tu sais, la formule de tout le monde en parle, c'est chaque invité. C'était pas de parler nécessairement avec les autres invités qui peuvent venir, comme Serge Denoncourt. J'étais très heureuse, tu sais, comme qui m'a interpellée sur... le fait que je sois la seule femme à la tête d'un parti politique, ben, je reçois beaucoup de commentaires. J'ai des commentaires positifs, mais beaucoup de commentaires négatifs. Le fait que je parle de mes origines, que je viens d'ailleurs, que je suis d'origine palestinienne, née au Liban. Donc, le retour dans ton pays, ça arrive souvent. Encore? Oui. C'est ça. Tu sais, Instagram, ça reste une belle plateforme encore, même si c'est méta. J'en reçois moins de négatifs. Mais Facebook, c'est dégueulasse. Là. Puis dégueulasse. C'est pas la première fois qu'on se parle de ça. Tu m'as déjà dit aussi que tu as reçu beaucoup de haine dans le passé. Maintenant aussi, avec la cause palestinienne que tu as quand même embrassée, j'imagine que tu t'es attiré des foudres de certaines personnes. Oui, puis sincèrement, juste le fait que je dise que je suis d'origine palestinienne, puis moi, la façon que j'en parle, je suis pas comme contre les Israéliens. Au contraire, les peuples, c'est les deux peuples pas fondateurs, les deux peuples qui devraient vivre côte à côte. C'est un idéal. Et j'essaie d'en parler tellement d'une façon humaine, de pas dire que les Palestiniens sont supérieurs. C'est juste des humains, puis ils ont tout le droit de vivre. Fait que je fais même attention d'en parler d'une bonne façon parce que ma mère, quand j'en parle, elle est toujours inquiète pour moi. Mais il y a des gens qui trouvent le moyen de dire que je suis la députée de Gaza, surtout que je m'appelle Gazal. La députée du Hamas, ce genre de choses-là. Pas plus tard que ce matin, j'ai vu passer un Gaza Rubal.
C'est quelqu'un qui t'a surnommé comme ça sur Facebook. Oui. Moi, j'aime mieux Rita Gamache. Je m'excuse, c'est Rita Gamache. Si vous voulez me surnommer Rita Gamache comme mes collègues. Mais je comprends que la nuance est pratiquement impossible dans ces... Malheureusement. Non, malheureusement. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est pour revenir à Tout le monde en parle, c'était vraiment une discussion avec tout le monde qui était sur le plateau. Je salue ton enthousiasme légendaire. T'es tout le temps, t'es quelqu'un qui a de la drive, mais t'es quelqu'un, vous avez le vent d'en face. Ouais. Surtout, je reviens un peu récemment, je pense que c'est quelqu'un qui a fait une recension sur les réseaux sociaux du nombre d'articles de Québécois qui descendaient en flammes QS dans la dernière semaine. Je pense qu'il y en avait comme plusieurs. Ouais. Fait que, tu sais, c'est quand même... vous vous faites brasser là, ces temps-ci sur la scène médiatique. Moi, je suis une fille vraiment... Ce qui fait que je suis toujours de bonne humeur puis comme ça, c'est parce que je sors souvent de la bulle du Parlement, la bulle politico-médiatique où est-ce qu'on se parle entre nous. Puis je suis beaucoup sur le terrain. Il y a quelques jours, j'étais à Chicoutimi et je suis allée dans des organismes où on parle surtout pour des femmes qui essaient de trouver un emploi, des femmes qui ont de la difficulté à avoir un logement, des femmes qui vivent même de l'itinérance, des organismes aussi en sécurité alimentaire. Puis j'ai aussi rencontré des éducatrices en service de garde, donc en CPE. Puis à un moment donné, ils m'ont dit « Hey, tu vas, tout le monde en parle », parce que c'était déjà annoncé alors que j'étais encore à Chicoutimi. Puis j'ai dit « Oui », puis il va y avoir d'autres personnes, notamment Mathieu Bocoté. Puis elle m'a dit « Je le connais pas ». Ça m'a tellement fait du bien. Je me suis dit, on est vraiment dans une bulle. Puis c'est une femme éduquée, une femme qui travaille dans un CPE, dans un syndicat, impliquée dans un syndicat militant pour les droits des femmes, des travailleuses. Puis elle m'a dit ça, puis j'ai dit, ouais, c'est vrai qu'on est dans notre bulle. Puis il y a le vrai monde. Puis moi, c'est le vrai monde pour qui je travaille. Puis c'est ça qui m'a beaucoup inspirée aussi de Zoran Mamdani à New York. Ouais. On lui balançait plein d'étiquettes par-dessus la tête, communiste, je sais pas quoi. Puis des fois, lui, il assumait certaines... Il disait, je suis socialiste musulman, tu sais, la religion, c'était important aux États-Unis. Mais il se borderait pas avec ça. Il restait concentré sur des solutions pour l'épicerie parce que ça coûte cher puis les gens y ont faim, sur le logement parce que les gens sont plus capables de se loger, sur des affaires ultra concrètes, sur le terrain, grassroots, là, tu sais, comme groundé avec les gens. Et il restait juste axé sur ça en même riant des sobriquets puis de ce qu'on lui balançait par-dessus la tête. Moi, c'est ça qui m'inspire. Donc, peu importe ce qu'on nous dit, vous faites ça, vous faites ça. Ouais. Moi, je sais pourquoi je me bats. Je sais pourquoi je suis à Québec solidaire depuis sa fondation. Je suis membre fondatrice avec Manon Mancé, avec Françoise David. Puis ça n'a pas changé. J'ai toujours été fidèle à ces convictions-là et être avec le vrai monde qui vivent les vraies choses pour rester connecté puis jamais vivre dans ma bulle puis dans notre tour d'ivoire parce qu'on peut facilement tomber dans une tour d'ivoire à l'Assemblée nationale. Absolument. Je fais du pouce sur ce que tu viens de dire. Pour toi, avec les positions politiques que tu as, une politicienne de ta trempe, de voir ce qui se passe à New York, ça doit être une espèce de bouffée d'air frais ou même une note d'espoir, en quelque sorte, dans tout ce qui se passe. Beaucoup, puis je le dis beaucoup à des gens qui sont découragés, qui disent, mon Dieu, je veux dire, il y a une montée de la droite réactionnaire, il y a un recul des droits des femmes. Puis ça, on ne le voit pas juste en Afrique là, ou en Asie, c'est aussi dans le monde occidental. Aux États-Unis, puis il y a vraiment une peur, puis les gens, tu sais, on est découragés, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est des gains, puis c'est très important de s'en rappeler, comme ce qui se passe, ce qui s'est passé à New York, mais même en France, je veux dire, la gauche, malgré leur chicane légendaire aussi en France, ils ont décidé de se mettre ensemble, puis ils ont gagné, même si là, il y a une crise politique, ils ont quand même eu le plus grand nombre de suffrages. En Espagne, au Mexique, une femme, la présidente mexicaine. Ouais. Donc, faut s'accrocher à ça. Puis c'est maintenant qu'il faut se tenir debout. C'est pas quand ça va bien. Quand ça va bien, ça, c'est facile. C'est surtout maintenant qu'il faut pas lâcher puis dire non, tout le Québec, il a pas viré à droite. Tout le Québec ne veut pas que les gens qui viennent d'ailleurs retournent dans leur pays. C'est pas vrai. Le discours politique est important. Il finit par avoir une influence dans la population. Faut faire attention. Mais dans la population, je pense qu'il y a quelque chose de beau puis il faut le chercher puis le mettre de l'avant.
Ruba, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était la veille que tu annonces ta co-porte-parolerie. Donc, tu voulais absolument pas me donner le scoop. C'est la première fois que je l'entends. Oui, là où tu avais fait ton point de presse le lendemain. C'est vrai, c'était en 2023. Oui, puis là, je te posais des questions avant, puis tu regardais ton attaché, je pense, un Victor. Tu étais comme, S'il savait, j'étais comme, bon. En tout cas, j'ai vu que c'était pas à moi que tu donnais tes scoops. Ouais. C'est correct, mais j'ai l'impression qu'il s'est passé 10 000 affaires depuis ce temps-là. Un océan a coulé sous les ponts. C'est fou raide. Les choses bougent, mais avec 7 des intentions de vote dans les sondages, vous avez du pain sur la planche. C'est clair. Moi, je suis enthousiaste, mais je suis pas... je veux dire, je suis pas aveugle. Là. Je suis très, très lucide. Puis, aussi, en lisant mon livre, il y a des gens qui me l'ont dit, tu sais, t'as rien eu de cul dans le bec, toi. Tu sais, je viens quand même d'une famille aimante, très serrée, mais il y a eu quand même, comment dire, tu sais, mes parents m'ont pas encouragé à aller en politique. Tu sais, j'étais allée en politique malgré eux. Mes parents ont très peur. C'est des gens très humbles. Donc, tout ce que je faisais, c'était comme, ouais, t'es sûr, tu sais, c'est beaucoup, beaucoup de peur que j'avais, qu'on m'implantait à l'intérieur de moi plutôt que de la confiance. Puis, souvent aussi, j'ai toujours senti que j'étais comme... On sous-estimait. Ah oui, es-tu capable? Puis ça, je trouve ça le fun parce que quand tu es sous-estimé, tu ne peux que surprendre. L'underdog. Ouais, underdog. Exact. Puis je pense que Québec solidaire, on est comme ça. Moi, je le suis. Puis avec Sol... puis je sens cette bouffée d'espoir aussi avec nos membres parce que quand on a eu notre congrès, j'ai senti une décision qui a été prise par les militants qui étaient là. On était 400, puis il y en a d'autres aussi qui n'étaient pas présents mais qui appuyaient, là, qui sont membres de Québec solidaire. Et je sentais qu'il y a une décision qui a été prise là. Les enjeux sont trop importants. On est rendu le seul sur des enjeux matériels, là, des conditions matérielles des gens, des inégalités des chances, des services publics forts, l'environnement, hein, on dirait que ça n'existe plus alors on souffre puis on va continuer à souffrir de ça. Fait que là, il y a une décision qui a été prise, là, stabilité, on regarde en avant, les gens n'aiment pas la chicane, on a besoin d'aller regagner la confiance de la population et c'est là que moi, je puise mon espoir. Je suis lucide, je sais c'est quoi le travail qu'on a à faire, mais je suis très, très, très travaillante. Ça, tout le monde le sait. Ça, les gens, ils savent que je travaille très, très fort. Puis ceux qui en doutent, je les invite à lire l'excellent « Les gens du pays viennent aussi d'ailleurs » que tu viens de publier chez Luxe. C'est un peu ça, dans le fond. Moi, ce que j'aime dans cet exercice-là, je te le disais avant qu'on commence à tourner, c'est que ça humanise tellement, puis on voit aussi le travail, on voit le passé, on voit d'où tu viens, d'où ta famille vient. C'est ton point de vue d'immigrante. J'ai vraiment aimé ça. Comment tu dois avoir du feedback déjà, un peu comment c'est reçu? Moi, j'ai décidé de l'écrire. Je l'avais déjà écrit dans mon cœur et dans ma tête. Je savais toutes mes réflexions depuis longtemps. Puis je me rappelle qu'en 2021, François Legault, à un moment donné, il a dit « Les immigrants qui gagnent en bas de 56 000 $ par année, c'est mon problème. » Puis je me rappelle, je m'étais levée au Salon Bleu à l'époque. Puis là, j'ai dit au Parlement, j'ai dit... Vous êtes en train de dire que ma famille, c'est un problème. Vous êtes en train de dire que je suis un problème. Puis il dit non, non, non. Fait que puis c'est depuis ce temps-là que tous les problèmes du Québec, la crise du logement qu'ils ne voulaient pas reconnaître, les services publics qui vont mal, le déficit, tout s'est rendu les problèmes des immigrants. Puis ça, je me suis dit, ça se peut pas là, qu'on parle comme ça de l'immigration. Oui, il faut faire un débat sur quel type d'immigration on veut, le nombre, etc. On peut le faire, mais il y a quand même des humains, puis ça nous enrichit beaucoup plus. Puis j'avais envie de montrer derrière ces discours un peu théoriques sur l'immigration, puis très déconnectés, l'histoire humaine derrière ça. Puis non, je ne suis pas une immigrante parfaite. Moi, j'avais peur de ça, qu'on dit « Ah, mais toi, t'es une bonne immigrante. Ça veut dire qu'il y a des mauvais immigrants. La majorité, là, ce que je raconte ici, c'est une histoire unique parce que c'est la mienne, mais elle est tellement commune, elle est tellement présente partout, et c'est ça que je voulais montrer, humaniser cette histoire d'immigration-là. Qui part de loin. C'est une histoire d'une famille dont t'es pas tes aïeux, oui, tes ancêtres qui mes parlent de... grands-parents, mes arrière-grands-parents. Qui sont partis de la Palestine, sont allés à Beyrouth, vous êtes allés aux Émirats arabes. Écoute, c'est plus loin dans mon pacing, mais je vais en parler tout de suite. Je pense que ton père vous a donné le choix. Oui. Ça, j'ai trouvé ça formidable. C'est pour vous, les enfants, que je fais ça. Vous voulez aller où? Exact. Ben, en fait, eux autres, ils avaient déjà décidé que c'était le Canada quand même. Là. Ils nous ont pas dit regardez dans la map puis mettez votre doigt, là, pas jusque-là. République dominicaine, fait chaud. C'était pas des options. Non. Fait qu'eux autres, ils savaient, puis on était à la fin des années 80, puis mes parents savaient, tu sais,
ils voulaient nous offrir... En fait, on est des apatrides. C'est-à-dire qu'on était quand même privilégiés en vivant aux Émirats arabes unis, à Abu Dhabi, à côté de Dubaï, là, qui est bien connu. Ils voulaient nous donner une éducation parce qu'ils voulaient qu'on puisse aller à l'université puis aller au bout de nos rêves. Et il y avait une option, c'est de retourner au Liban où est-ce que c'est toujours instable. J'avais aussi des cousins qui sont allés. C'est pas très, très accueillant pour les Palestiniens qui sont considérés comme réfugiés. Puis nous, notre document de voyage, c'est des papiers de réfugiés. C'est écrit « réfugiés palestiniens ». Puis quand on voyageait, on avait quand même une bonne vie, mais c'était des réfugiés. Fait qu'ils voulaient nous donner un pays, la stabilité. Puis ils ont décidé d'aller au Canada parce qu'ils avaient des amis qui y allaient. Puis mon père, à un moment donné, nous dit, il y a Toronto, parce qu'on avait beaucoup d'amis palestiniens qui allaient là, ou Montréal. Montréal, on a moins de monde qu'on connaît. Vous mais aviez à Toronto, rencontré un ami à Toronto. oui, on a des amis qui allaient ça. là. Mon père aussi. On est allé même 2 ans avant ou 3 ans avant d'immigrer pour aller voir c'est quoi. OK. Puis après ça, puis là, il nous a dit, il y a les deux. Fait que moi, dans ma tête, c'est ça le Canada. Puis après, il nous dit, à Toronto, ça se passe en anglais. À Montréal, puis avec ma mère aussi, à Montréal, ça se passe en anglais et en français. Fait que nous, on s'est dit, nous, on parle arabe. On va avoir 2 langues de plus. Fait qu'on va apprendre 3 langues. C'est une richesse. Donc, c'est le français qui a fait... Puis je me rappelle très bien qui a fait qu'on a choisi d'aller à Montréal. Alors qu'on avait une famille très lointaine que mes parents n'avaient pas vue depuis très, très longtemps, qui nous ont accueillis, Libanais, qui étaient là depuis quelques années, qui habitaient dans le petit Liban, là, Ville-Saint-Laurent. C'est là qu'on a débarqué. Oui, puis là, tu t'as atterri après ça dans un bungalow, quoi, à Laval, à Laval. Donné. Exact. Le même bungalow où est-ce que mes parents sont, c'est toujours la même... Ils sont encore là, mes parents. On est 5 enfants. Il y a même une petite fille qui est née 15 ans de plus jeune que moi, qui est née au Québec. C'est toujours le même endroit. J'y retourne des fois comme quand je m'ennuie de mes parents. J'ai une question 2024. Est-ce que, Ruba, tu es une transfuge de classe? Mais je vois que tu cites Jean-Philippe Plot dans ton truc sur avoir le cul entre 2 chaises. Totalement. C'est quelque chose que tu as vécu toute ta vie. Oui, Caroline Dawson aussi en parle. Une transfuge, même de culture. Parce qu'il y a vraiment eu une confrontation, puis ça, tous les enfants d'immigrants, même pas seulement ceux qui viennent des pays arabes, là, un peu partout, ils ont vécu ça, un conflit de valeurs très important. Moi, je suis arrivée à 10 ans, donc après ça, je suis devenue adolescente, construction de mon identité de personne, de femme qui est en train de se construire, mais aussi... J'étais attirée par la culture québécoise, les valeurs québécoises, mes amis qui pouvaient découcher, qui pouvaient avoir des chums, tout ça. Alors que moi, je viens d'une famille plutôt conservatrice. Puis mes parents, c'était important de garder notre langue et notre culture. Écoute, des fois, j'ai l'impression, quand j'entends François Legault, on dirait que c'était mon père quand on était jeune. C'est important. C'est comme ça qu'on vit dans la famille des Gazal. Oui. Mais après ça, ils ont compris qu'ils ne gagneraient pas à cette affaire-là, qu'il va falloir qu'ils laissent du lousse. Mais ça a pris du temps. Puis moi, je suis la plus vieille. Mais ma sœur, qui est née ici, elle n'a pas vécu la même adolescence que moi. T'as quand même un bagage. Elle pouvait tout faire. Moi, c'était beaucoup, beaucoup plus sévère. Ouais. Fait que c'est peut-être là que j'ai construit mon côté plus de confrontation. Oui. Et des fois, je me disais... Pour vrai, des fois, je me réveillais, là, j'étais adolescente, puis j'haïssais mes parents pour mourir. Oui. Vous allez me dire, tous les adolescents font ça. Non, mais t'avais à casser aussi un moule rigide. Un moule rigide. C'est ça. C'était très dur. Puis même jeune adulte, là, dans la vingtaine, puis des fois, j'avais l'impression, est-ce qu'il fallait que je rejette ma culture? Alors que j'aime ça, tu sais, moi, je suis fière aussi d'où je viens. La culture palestinienne, arabe. Je lisais même des romans en français écrits par des Arabes, tu sais. Puis, où est-ce que je rejette la culture québécoise? C'est toujours ça. Puis, j'ai appris, mais ça prend du temps, parce qu'on m'a laissé le processus de le faire des années à dire non, je peux concilier les deux. Mais c'est un long processus. Oui, puis on n'a pas besoin de choisir. En disant que tu en as un bagage que tu ramènes aussi de ton passé avant d'arriver ici. Tu as des souvenirs. Oui, puis moi, quand je suis arrivée ici, j'écoutais jusqu'à très tard, j'écoutais de la musique arabe, la musique classique arabe, tout le temps. Là, j'écoutais des téléséries en arabe. J'écoutais aussi Passe-Partout puis la télé québécoise. Ça reste très, très fort, là, parce que j'avais besoin aussi de savoir d'où je venais, vraiment même en vieillissant. C'est très important d'allier les deux cultures. Ruba, dès le prologue, tu abordes avec franchise les tuiles qui sont tombées sur la tête de QS dans les dernières années ou les derniers moments. Les sorties de Catherine Dorion, Passage éclair d'Émilie Lessard-Terrien, la crise entourant les propos d'Haroun Boisie, sur la construction de l'autre à l'Assemblée nationale. J'ai aimé ça que tu te défiles pas. Tu sais, souvent, on aime ça comme montrer le meilleur côté de la meilleure version de nous-mêmes quand on écrit. Mais c'était pourquoi tu es allé gratter le bobo un peu?
je dois vous avouer, ce livre-là, comme je vous dis, ça fait longtemps que je l'écrivais. Puis aussi, à chaque fois que je parlais de mon histoire, je sentais une curiosité. Fait que je voulais aussi répondre à ça. Puis quand je l'ai terminé, c'est là que j'ai envoyé la copie PDF au parti. Fait que pas, OK, donc... c'est pas un truc qui a été fait par le parti et tout ça, parce que c'était important pour moi de parler, de montrer l'humain derrière le politicien. Puis souvent, surtout même après la pandémie, à un moment donné, les gens pensaient, même si on était un parti de gauche, tu sais, on est comme un miracle là, à l'Assemblée nationale. On n'est pas né d'un autre parti ou d'une scission d'un autre parti comme tous les autres. Et ce que je voulais dire, c'est que, voyons, j'ai comme perdu mon idée. Ouais, vous êtes né de l'UFP oui, puis Option citoyenne. Exact, mais on n'était pas comme des partis à l'Assemblée nationale. Oui, je comprends. Et pour moi, c'était important de montrer l'humain derrière les politiciens. Puis les gens, souvent, malgré le fait qu'on est comme un petit peu de underground depuis le début, underdog, les gens pensaient qu'on était comme du gouvernement. Des fois, moi, je vais rencontrer du monde, puis ils pensent qu'on est au gouvernement alors qu'on est à l'Assemblée nationale. Puis c'était important pour moi de sortir des lignes, puis de pas de faire un manifeste politique. Je voulais parler de l'humain derrière le politicien, puis qu'on n'est pas toutes faites du même moule, puis toutes pareilles. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de dire les vraies choses, puis de dire, ben oui, on a vécu des moments difficiles, mais moi, j'y crois. J'y crois à ce parti-là. Mais oui, puis ça commence d'un point de vue... Ça peut pas être plus personnel. Je pense que tu pars d'un point de presse que tu as donné à l'école Saint-Maxime, où en tout cas, tu reviens sur une histoire qui est arrivée à l'école Saint-Maxime, donc tu réagis. École secondaire à Laval. Post-Bedford, un peu, donc c'est un article de la presse. C'est le 6 décembre, c'est ton anniversaire, c'est celui de la Polytechnique. Je suis comme, début chargé, tu sais. Si le but, c'était de me hooker, mission accomplie, j'étais comme, ben voyons, tout ça arrive en même temps. Oui, mais exact. c'est ça, dans le fond, toi, tu voulais vraiment, je trouve, t'installes vite d'où tu viens, tes origines. Puis on suit la petite Rouba, dans le fond, dans son parcours migratoire. Puis vraiment, le livre aussi, c'est une question. Comment ça se fait qu'une petite fille de réfugiés palestiniens est aujourd'hui rendue au Québec à la tête d'un parti politique? Seule femme à la tête. C'est ce que tes parents se sont demandé longtemps. Qu'est-ce qu'on a fait pour en faire cette fille-là? Aujourd'hui, ils sont très fiers, mais ils sont très inquiets. C'est vraiment des parents inquiets. Et comment ça se fait? Ben, c'est parce qu'on réussit des belles choses au Québec. Puis je voulais aussi le montrer, puis je veux que ça continue, parce que moi, j'ai peur qu'on le fasse de moins en moins. Parce que le discours, quand je suis arrivée, il n'y a personne qui me disait que ta famille, c'est un problème pour la crise du logement. Toi, les musulmans qui font des prières partout dans la rue, ça a l'air, là, vous êtes un problème. Moi, ma mère porte le voile, puis mes parents sont très religieux. Bon, ils ont essayé, excusez mes parents, mais ils n'ont pas réussi vraiment à nous transmettre cette culture-là. Fait que mes parents, ils ont fait des deuils. L'immigration, c'est aussi des deuils. Ils sont arrivés, nous, nos enfants vont parler, là, nos petits-enfants vont parler arabe. Ben moi, j'ai pas eu d'enfants, mais mes sœurs qui ont des enfants, 4 petits-enfants, il n'y en a aucun qui parle arabe. La religion, c'est un peu lointain. Fait qu'il y a des deuils qu'eux, ils ont fait. Ils se sont transformés, puis la société québécoise aussi s'est transformée. Puis moi, je veux que cette danse-là qu'on fait entre les immigrants puis le Québec, qui se fait à deux, qui nous transforme pendant ce processus-là, ben je veux que ça continue. Puis ça prend une école publique forte. C'est comme ça, moi, que je suis allée à l'école. C'est pas juste pour apprendre la grammaire puis les mathématiques. J'ai appris à devenir québécoise. J'apprenais le français en chantant Félix Leclerc en 88-89. Puis en aimant le Québec. Puis ça, c'est lentement. Il n'y avait pas des gens qui disaient « vous êtes un problème ». Parce que s'il y avait des gens qui me disaient qu'on était des problèmes puis que je me sentais pas encore québécoise à l'époque puis j'étais dans ce processus, qu'est-ce que j'aurais fait? Comme beaucoup de jeunes, malheureusement, je le vois, là, le fond. Et je me sens pas québécois, même s'ils parlent parfaitement français avec l'accent québécois. Puis ils se seraient sentis plus canadiens parce que, qu'est-ce que tu veux, on n'est pas un pays encore. Fait qu'il y a cette concurrence identitaire entre le Québec et le Canada. Qui est le plus attractif, celui qui dit qu'on te rejette ou celui qui t'ouvre les bras? Même si c'est hypocrite aussi de la part du fédéral, comment ils le font. Ben moi, ce que je veux aussi, c'est dire aux petites rubas d'aujourd'hui, on peut aimer le Québec foncièrement, aimer son histoire, vouloir que le Québec reste francophone jusque pendant des centaines d'années, puis le défendre et en même temps aimer les gens qui viennent d'ailleurs pour qu'ils construisent ce Québec. Puis l'identité québécoise, là, elle n'est pas gelée dans un congélateur puis elle ne change jamais comme certaines personnes pensent. Elle n'est pas dans le formol. Elle évolue tout le temps. Puis elle va continuer à évoluer.
Et c'est ça la beauté de la culture québécoise. Tu parles des deuils, c'est intéressant que tes parents ont dû faire sur la transmission du côté religieux, sur aussi, ils ne voulaient pas que tu ailles en politique. Tu es allé pareil. À quel moment ça s'est transformé en fierté à ton égard? Quand j'ai été élue. Ben, tu as quand même essayé 2 fois avant. Oui, c'est vrai. Faut quand même dire, je m'étais présentée en 2007 et 2008, donc c'est les 2 premières élections de Québec solidaire. Dans Laurier-Dorion. Dans Laurier-Dorion, où Andrés Fontecilla, qui est le député actuel, a été mon directeur de campagne à ce moment-là, mon camarade depuis toujours. Et je me rappelle, mes parents étaient quand même, ils sont toujours déchirés entre la peur et la fierté. Puis je me rappelle, mon père, comme quand j'allais des fins de semaine, je payais avec ma voiture, je dépensais de l'argent pour aller en fin de semaine dans des congrès. Puis là, il me disait, en plus, moi, j'ai déjà été mariée aussi, puis il me disait, tu laisses ton mari, tu t'en vas, puis t'es même pas payé pour faire de la politique. T'étais un peu poteau, là, dans ce temps-là. Oui. Écoute, ils comprenaient pas ce que je faisais là. Je te cite dans ton livre. Tu dis, lors de ces 2 campagnes, ils ont rapidement compris que je n'avais aucune chance de gagner, que je me présentais donc par principe, ce qui échappait encore davantage à leur compréhension. Eux autres, ils quittent un pays où c'est la merde partout. Ils viennent au Canada, puis toi, tu te lances comme poteau dans... Oui. J'avoue qu'eux autres... Puis à l'époque, ma grand-mère, elle habitait au Liban, puis elle a tout vécu la guerre du Liban, la guerre civile, tu sais. Puis, tu sais, elle regarde la télé, puis elle braille. Pour elle, la politique, c'est comme tu rentres debout, puis tu sors couché sur les pieds devant. Ouais. Fait qu'elle voulait les persuader. Non, il faut pas qu'elle y aille, surtout que on est des Arabes, il y a des musulmans, puis... fait qu'ils comprenaient pas, mais ils sont très, très fiers aujourd'hui. Très, très fiers. Ça s'est passé le 1er octobre 2018, je pense. Là, que tu as gagné. Exact. Tu gagnes tes élections. Et là, ils étaient là, sur leur 36, dans un endroit, tu sais, avec tous des jeunes hipsters ou des jeunes de gauche. Puis eux autres, comme, ils détonnaient, là. Ils détonnaient, mes parents. Ils étaient contents. Ils sont tellement... Je les aime tellement. Fait que s'il y a des jeunes, là, des adolescentes ou adolescents qui sont dans leur famille puis qui sont déchirants de 2 cultures, lisez le livre puis parlez-moi, écrivez-moi parce que je sais ce que vous vivez. C'est pas des moments faciles. Même dans la vingtaine, là, j'étais rendue dans la vingtaine. Puis même plus récemment, il y a des affaires encore que mes parents acceptent pas toujours. Ouais. Tu sais, moi, je me suis dit... Là, je vais un petit peu dans des choses un peu plus intimes, mais je le dis dans le livre. J'ai pas eu d'enfant, c'était pas par choix, j'en parle. Mais j'ai divorcé. Puis, je sors avec mon chum, on n'est pas mariés. C'est pas facile pour mes parents encore aujourd'hui. Dans le péché, ben oui. Oui, exact, c'est pas facile. Ouais. Fait que, mais ils ont évolué, ils ont accepté parce qu'ils aiment leurs enfants, comme tous les immigrants. Mais, puis il y en a peut-être qui vont mes parents ont voulu le faire puis ils l'ont pas fait, mais il y en a qui vont se replier. Puis moi, c'est ça que je veux pas que les enfants d'immigrants se replient aussi avec leurs parents parce qu'ils entendent un discours qui dit « Vous êtes un problème ». Je le sais, je le vois, je le sens. Il y a des jeunes immigrants qui viennent me voir puis me disent « Mais je comprends pas. Vous êtes pour l'indépendance. Je comprends pas. Vous êtes immigrante, vous êtes palestinienne. Comment ça se fait que vous aimez... Tu sais, ça se peut pas. Le Québec, il nous rejette. Ça me fait tellement mal. Puis c'est un processus, ça prend du temps. Il faut y donner le temps. Il faut que les immigrants puissent s'intégrer tranquillement en les francisant, en leur donnant des services publics qui soient forts, des classes d'accueil, puis une école publique où tous les enfants, peu importe leur classe d'origine, font l'école ensemble pour apprendre, pour aller fêter Noël, puis voir comment ça se passe dans une famille québécoise de souche, et le contraire. Puis ça, malheureusement, dans certains quartiers, dans certains endroits, on le vit de moins en moins. Puis c'est pas juste un hasard parce que les gens veulent se replier. C'est à cause de l'école à 3 vitesses, c'est à cause de notre système scolaire où est-ce qu'on sépare le monde. Ouais. Moi, je veux pas qu'on devienne les États-Unis. Il n'y a plus de rêve américain aux États-Unis, mais le rêve québécois, lui, je veux qu'il continue. Justement. Le rêve collectif québécois. Et il faisait l'objet de votre dernier congrès. En fait, ce que vous avez mis de l'avant dans ce congrès-là, surtout, c'est l'espèce de projet souverainiste que vous réfléchissez de manière tout à fait différente du PQ. Donc, justement, votre main est tendue vers les populations immigrantes, peut-être un peu plus. En tout cas, c'est ce que vous reprochez, je pense, au PQ. En quoi vos façons d'y faire? Bien, nous, on est indépendantistes depuis notre fondation. Ça fait presque 20 ans. 20 ans. Et dans chacune des campagnes électorales, c'est écrit dans notre programme, dans notre plateforme. Est-ce que des fois, on en a moins parlé? Oui, parce que nous, on n'a pas... C'est pas l'article 1. Il y a des gens qui viennent dans notre parti puis qui disent, ben moi, c'est le féminisme. Après ça, le reste...
la façon qu'on parle puis qu'on amène l'indépendance, ben ça les rassure. Donc, ça a toujours été cette façon-là, c'est pas nouveau. C'est juste que peut-être qu'avec Sol, c'est vrai qu'on met plus de l'avant, mais ça veut pas dire qu'on le délaisse. Toutes les conditions matérielles, pour moi, les deux sont pareils. Faire un pays pour après ça garder on fait le pays, puis là, finalement, il y a les mêmes inégalités, il y a le même système d'exploitation des immigrants, des travailleurs étrangers temporaires, il y a les mêmes problèmes, les mêmes inégalités de richesse. Ben, il y a des gens qui disent pourquoi. On a besoin on veut un pays, mais qu'est-ce qu'on a de plus? Puis il y en a d'autres, comme moi, qui disent, ben non, c'est le destin naturel d'une nation comme le Québec de devenir un pays, comme la Palestine. C'est inévitable. C'est inévitable. Pour moi, c'est une idée qui veut jamais mourir. Puis pour moi, c'est naturel. Mais c'est correct que moi, je pense ça. Puis qu'il y en a d'autres à côté qui disent, mais pour moi, l'indépendance, c'est un moyen. C'est correct. Donc, c'est d'ouvrir toutes les possibilités, toutes les raisons. Tout le monde fait le même crochet sur le bulletin exact, au final. Parce que si on va avoir 50% plus 1 à un référendum, parce que c'est un projet foncièrement démocratique, l'indépendance du Québec, ben, il ne peut pas avoir une seule raison unique pour les 50% plus 1 de la population. Il faut qu'il y ait une diversité de possibilités. Puis moi, il y a quelque chose qui me donne aussi espoir, c'est les jeunes. On a vu, là, on ne sait pas trop dans les sondages, des fois ça baisse, des fois ça monte, mais je suis allée dans une marche pour commémorer le référendum récemment, et il y avait des jeunes, c'était pas Québec solidaire, ils avaient des pancartes, puis c'était écrit « Pour un pays inclusif ». Et il y en a une autre, j'ai adoré ça, « Un pays du Québec pour tous ». Tu sais, comme on peut être woke indépendantiste, et ça... Moi, ça me parle, puis c'est ça qu'on veut mettre de l'avant. Et aussi, l'indépendance au Québec, on l'a toujours vu comme si ça appartenait à un parti politique. Les partis politiques ont un rôle extrêmement important à jouer pour le processus d'accession à l'indépendance puis le faire advenir. Mais un pays, on le fait pour le peuple. Par exemple, en Catalogne, il y a plusieurs pays indépendantistes. Mais il y a aussi un mouvement populaire très, très fort. Et ce qu'on a aussi de plus au Québec, on ne peut pas le faire sans s'occuper des Autochtones, des Premières Nations et des Inuits. Il faut déjà, dès maintenant, leur parler de l'indépendance et pas à la fin, juste 2 jours avant le référendum, pour dire « Hey, on a le problème autochtone » comme on l'appelait avant. Puis ça, Manon Mancé, elle a fait le tour des 11 nations autochtones. Elle est allée dans beaucoup, beaucoup de communautés et elle leur parle de 2 choses. Je vais vous écouter. Puis 2, l'indépendance. Voici, nous, comment est-ce qu'on voit l'indépendance. On a tout un processus avec une assemblée constituante élue par le peuple qui va écrire la Constitution. Ça veut dire comme l'acte de naissance du Québec, d'un Québec payé. Après, à la fin, il y a un référendum. Tout ça, ça dure longtemps. Où est-ce qu'on répond aux questions, aux peurs des gens qui sont tout à fait légitimes et non pas juste une campagne qui dure un petit peu de temps. Fait qu'il y a un projet de société qui accompagne le projet de pays. Et bien, ils écoutent, ils sont intéressés. Mais après, ça se peut que nous, on dise, bien, si au Québec solidaire, on prend le gouvernement, on forme le gouvernement, puis après ça, on se tourne vers ces nations-là et on leur dit, est-ce que vous voulez participer? Mais il y a eu tout un travail préalable qu'il faut faire. Ça ne sort pas nulle part. Il y en a qui vont dire oui, il y en a d'autres qui vont dire, vous êtes une autre nation, faites votre affaire, on va vous regarder aller. Nous, on ne veut pas trop changer. Bien, il faut écouter ça. Puis ça n'arrive pas comme ça par magie. Juste en appelant quelqu'un de l'ONU. Il va falloir que nous, on fasse ce travail-là. Puis on le fait depuis très longtemps. Là. C'est pas anodin qu'il y ait un contexte favorable pour parler de souveraineté, que ce soit de votre bord ou du PQ. On l'a fait, nous aussi. On a fait un micro-mag sur les jeunes oui, avec Mounir, que j'ai vu. On a été étonnés nous-mêmes de l'engouement que ça suscite chez les jeunes qui, d'un point de vue un peu boomer, ont l'air de parler franglais, mais finalement sont vraiment politisés, très intéressés par ça. Vous devez l'observer, ça aussi, dans vos rangs. Moi, je trouve ça passionnant. En janvier 2024, Québec solidaire, on a lancé une campagne qui s'appelle Nouveau Québec. Et l'objectif, c'est d'aller chercher de nouvelles majorités parce que l'appui à l'indépendance stagne. Je veux dire, les chiffres sont très, très solides. Sont toujours là. 40%, c'est le maximum. Comment on fait pour aller plus? Puis on disait, bien, on regarde les chiffres, puis les jeunes ne sont pas indépendantistes. Fait que c'est une tournée que j'ai faite avec d'autres collègues de députés de Québec solidaire, notamment avec Sol. Je me rappelle, on est allés ensemble à Rimouski, là, je te parle, il y a comme plus qu'1 an. Et on est allés faire une tournée chez les jeunes pour leur parler de l'indépendance. Puis moi, je me rappelle les organisations unies pour l'indépendance.
C'était comme, là, on était, je sais pas moi, en 2022, 2023, ils organisaient une petite fête de rien du tout dans le parc Laurier. Moi, c'est dans mon comté. J'étais là, je les regardais aller. Puis je les trouvais hot. Puis, tu sais, je voulais les encourager, puis tout ça. Puis là, c'est rendu, ils font une fête incroyable. Ils sont au Parc La Fontaine et au Parc Laurier. Écoute, c'est tellement extraordinaire, le mouvement. Il y a comme un renouveau. C'est les Oui Québec. Les Oui Québec, c'est pas un parti politique. C'est la société civile qui s'organise pour avoir ce renouveau-là. Et c'est ça, moi, j'ai même donné une partie de mon augmentation de salaire puis d'autres députés de Québec solidaire aux organisations unies pour l'indépendance pour les encourager parce qu'on veut pas que ça soit porté juste par les partis politiques. On a toujours notre agenda politique, puis c'est normal. On veut former le gouvernement, on veut aller chercher des votes, mais la société civile a un rôle fondamental. Les mouvements sociaux. En 1995, la Fédération des femmes du Québec avec Françoise David était dans le camp du oui. Il y avait les organisations syndicales. Il y avait, tu sais, on parle toujours des partis politiques. L'ADQ à l'époque avec Mario Dumont, le Bloc québécois avec Lucien Bouchard, puis le Parti québécois avec Jacques Parizeau. Mais il y a tout le reste. Il y avait une grosse mobilisation. C'est fondamental. On pourra pas, si on fait pas ce travail-là, d'avoir une société civile forte pour que ce peuple-là ait un pays, ben ça peut pas marcher juste avec les partis politiques. Ça fait 20 ans. On disait tantôt que QS existe bientôt l'année prochaine. Tu le sens là, qu'il y a un buzz qu'il n'y avait pas depuis que tu es là? Est-ce que tu as déjà vu ça? En fait, je sens qu'il faut vraiment qu'on se tourne vers les Québécois plus. On est toujours à l'Assemblée nationale, n'importe quel commentateur qui ne sont pas Québec solidaire, bon, à part certains chroniqueurs, là, qui disent, ben on est vraiment efficace à l'Assemblée nationale. Tu sais, des propositions sur la crise du logement, on ne fait pas juste dire, il y a une crise, il faut faire quelque chose. On a des propositions sur la crise de l'itinérance. Tu sais, on se promène à Montréal, un peu partout au Québec, il y a des bâtiments qui sont vides. On a proposé de pénaliser les propriétaires de bâtiments vides pour qu'ils arrêtent de les laisser décrépir comme ça, puis qu'on puisse construire des logements pour les personnes itinérantes. Là. C'est pas normal qu'on n'est pas en zone de guerre. Là. C'est pas normal qu'on accepte qu'on ait des campements au Québec. Fait que contrôler les loyers. Je vais faire des propositions sur l'épicerie qui coûte très cher. J'allais faire un vox pop là, devant une épicerie. Je vais publier ça sur mes réseaux sociaux. On est très, très présent, très concret. On a des belles propositions, mais peut-être que c'était moins entendu à cause des problèmes que j'ai nommés dans mon livre, des chicanes. Puis les Québécois, ce qu'ils veulent, c'est avoir confiance en nous. Puis cette confiance-là, c'est ce qu'on est en train de construire. Puis on a besoin d'une stabilité. Puis c'est ça que j'ai avec le nouveau duo pour Québec solidaire. Tu l'expliques là-dedans aussi. C'est un peu party pooper, des fois, les engagements de la gauche, parce que c'est des trucs un peu, regarde, il faut s'occuper... Tout est gratis. Non, mais il faut s'occuper des affaires plates, tu sais. Oui, alors que tu peux pas juste promettre, oui, on va faire baisser les impôts, on dirait que des fois, il y a un discours... des cadeaux. On offre des cadeaux. C'est ça. Pour toi, ça serait une réconciliation, ou ça l'est, du moins, l'espèce de fièvre souverainiste ou d'indépendance, parce qu'on a à peu près on a le même âge. Oui. On a vécu chacun de notre bord le référendum du 30 octobre 95, la même fébrilité, mais toi, tu t'es senti plus trahi que moi parce que j'ai pas, par les propos de Parizeau sur l'argent, les votes ethniques, tout ça. Pour toi, ça a été un moment quand même déterminant. Tu t'es senti quand même trahi. Ben, tu vois, comme le fait que c'était pas le premier à le dire, puis là, je me dis, parce que moi, dans le livre, c'est sûr que moi, à 17 ans, j'étais comme dans la construction de mon identité québécoise. J'étais au cégep de Bois-de-Boulogne, puis je regardais tout ça aller, puis je me sentais plus observatrice. Je regardais, mais ça me fascinait comme débat, parce que moi, toute mon enfance, j'ai été élevée avec le rêve d'un jour avoir un pays qui est la Palestine. Toujours, mes parents m'ont parlé. Un jour, on va avoir le pays. Un jour, on va retourner à Palestine. J'ai une tante qui y croit encore, là, mais en tout cas, fait que puis quand ça résonnait en moi, ce débat-là, puis je me suis pas comme embarquée là-dedans, puis j'étais pas comme une militante et tout ça, mais j'étais plus observatrice. Mais j'écoutais beaucoup. Puis le soir du 30 octobre, j'ai écouté le discours de Jacques Parizeau, puis même si je comprenais pas toutes les tenants et aboutissants, où j'étais observatrice, ça m'a comme frappé qu'il ait dit cette phrase-là. J'étais comme étonnée. Je peux pas dire, je me rappelle pas si j'ai dit que j'étais trahie, mais j'étais vraiment étonnée. Mais moi, c'est plus tard que je me suis tellement intéressée à l'histoire, j'ai tout regardé les documentaires de l'ONF sur, Perrault, Brault, tout ça, sur l'indépendance, sur les référendums de 80. J'ai tout regardé ça. Godbout,
Arcan. Puis là, je me rappelle que après ça, je me suis dit, ben, je suis indépendantiste. Fait que ça m'a pas comme découragée, au contraire, la phrase de Jacques Parizeau. Puis moi, j'ai une grande admiration pour cet homme-là. Puis c'était un soir où il a été, je veux dire, c'est lui qui s'est senti délaissé. T'sais, il est arrivé juste à ça. C'est tellement horrible. Mais c'est dommage quand même, cette phrase-là, parce que je pense que ça nuit à une troisième fois et tout ça. Là, ça a retardé, puis là, on est rendu 30 ans plus tard, puis on en parle encore. Fait que ça m'a pas empêché, au contraire, d'être indépendantiste puis de militer pour ça des années plus tard dans un parti politique. Visiblement. Produit de l'école publique, t'écorches vivement le milieu scolaire, t'accuses tous les gouvernements des 20 dernières années d'être responsables du fiasco actuel en reconduisant généreusement le financement des écoles publiques, mais aussi d'avoir favorisé une espèce d'école à 3 vitesses. Est-ce qu'il est trop tard pour reculer? Est-ce que tu penses que le public n'a plus rien d'attrayant aujourd'hui? Non, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Puis c'est vraiment, c'est notre système scolaire. Puis celui qui disait que c'est une catastrophe humaine, notre système d'éducation, il nous a quittés récemment, Guy Rocher. Donc c'est un sociologue qui est décédé à 101 ans il a fait partie de la commission parents qui a fait en sorte que les Québécois n'étaient plus nés pour un petit pain parce qu'on ne pouvait pas juste avoir nos institutions, on ne pouvait pas juste avoir comme développer l'économie, Hydro-Québec, la CDPQ et tout ça, la caisse de place, voyons, j'ai de la misère, la caisse de dépôt et placement du Québec, tous ces instruments là, financiers pour le Québec, pour enrichir les Québécois, puis pas s'occuper de l'éducation. Et c'est là que le ministère de l'Éducation est né. Puis l'objectif, c'était de faire que tous les enfants, les transfuges qui deviennent des transfuges de classe, en quelque sorte, que ce soit les enfants de gens pauvres, non éduqués ou des gens riches, qu'ils soient ensemble, puis qu'il y ait une mixité sociale avec l'école publique québécoise. Puis moi, c'est une des raisons pour laquelle mes parents m'ont envoyé à l'école publique québécoise. Ils auraient pu m'envoyer à l'école privée. Je me rappelle qu'on a eu cette discussion-là au début des années 90. Puis ma mère, elle a dit, ben non, on est venu au Québec parce que l'éducation publique et gratuite, elle est de qualité. Donc, vous allez aller à l'école publique. Mais aujourd'hui, je suis pas sûre qu'ils auraient fait le même choix, malheureusement. Fait qu'on peut jamais blâmer les parents. Donc là, il y a une solution. Puis moi, l'école Ensemble, c'est une organisation de la société civile qui a mis de l'avant une solution parce qu'on est allé très loin dans la ségrégation scolaire, la séparation entre les élèves dans les écoles privées, les écoles publiques avec projets particuliers qui sélectionnent les élèves et les autres qui sont au régulier. On est allé tellement loin que revenir en arrière, eux autres, École Ensemble, proposent une solution où est-ce qu'on peut revenir à une plus grande mixité, qui soit plus juste, puis qui arrête d'avoir cette inégalité des chances, parce que le principe derrière, l'objectif fondamental, c'est que tous les enfants du Québec, peu importe leurs origines, peu importe leur milieu socio-économique, aient une éducation de qualité, gratuite. Et c'est ça. Puis en ce moment, on s'en est beaucoup éloigné. Même quand on se compare à l'Ontario et ailleurs, là, c'est vraiment, là, il y a comme un élitisme qui ne marche pas avec les valeurs québécoises. Puis il y a eu un sondage qui a montré que les gens, les Québécois, la majorité, même probablement ceux qui envoient leurs enfants à l'école privée, ils le font. Puis parce que, qu'est-ce que tu veux, ils veulent pas sacrifier leurs enfants, puis ils ont raison. Ils font le meilleur pour leurs enfants. Bien, il y a eu un sondage qui a montré qu'une grande proportion de la population québécoise est en faveur qu'on arrête d'avoir une école à 3 vitesses puis qu'on ait un seul système. En sondage, mais dans le fait, les gens... Nous, on a eu le dilemme, mes 2 enfants vont à Marquette au régulier, puis on voit ce qu'ils n'ont pas par rapport aux autres. Et on le fait par principe, mais en même temps, c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est les élèves qui perdent, puis c'est le Québec qui perd pour ça. Fait qu'arrêtons de donner de l'argent, de l'argent public, l'argent des Québécois, dans des écoles privées qui sélectionnent les élèves basés sur leurs notes ou sur l'argent. On ne peut pas accepter ça au Québec. On s'en va dans le mur avec ça. Et Marquette, c'est une bonne école. Ils font ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas... Comme ça. L'école Saint-Maxime, exactement. Et on le voit, les trajectoires d'une vie sont influencées par des rencontres. Justement, dans ton cas, c'est M. Gilles dans une classe d'accueil, mais c'est quelqu'un, tu sais, c'est des personnes que tu croises qui ont une incidence sur le reste, j'ai l'impression. C'est fondamental. Si je suis devenue québécoise, il y a les institutions, l'école publique, elle est fondamentale. La francisation pour mes parents, mais c'est parce que j'ai fait des rencontres d'humains. Des gens du pays qui m'ont ouvert les bras, notamment M. Gilles. Il y a un chapitre qui s'appelle « La classe de M. Gilles », puis il faut que je te raconte une histoire. J'ai
j'avais déjà terminé le livre. Il était en train d'être imprimé. Je suis dans un café en face de mon bureau. Il y a un vieux monsieur qui rentre. Tu me vois venir? Oui. Et il rentre dans le café. Il me reconnaît. Je pensais que c'était un citoyen qui me reconnaissait. Puis il me dit, j'ai été ton prof. Je m'appelle Gilles. Oh. J'ai hurlé ma vie. Tous les clients se sont tournés. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils riaient. Puis je ne l'aurais pas reconnu. C'était mon prof de classe d'accueil, le premier que j'ai eu, avec qui j'ai appris à parler français, à chanter Félix Leclerc, à écouter tout le passe-partout et à raconter. Au salon du livre. Il nous amenait au salon. Il nous faisait... Et lui, après ça, quand je l'ai croisé, je ne l'ai pas lâché. Hey, je prenais son numéro, on s'est revus. Il était à mon lancement hier. Il ne voulait pas parler, mais il a pris la parole quand même. Puis sa fille est prof aussi. Puis elle était là. Sa fille qui l'a eu des années plus tard, après moi. Ouais. Je te le jure, là, j'avais la chair de poule. Je l'aime tellement. Il m'écrit, quand on s'est rencontrés, en plus, c'est quelqu'un qui écrit son journal intime. Il est venu avec son journal intime de 1988-89. Il parlait pas de moi. Non, mais il m'a dit qu'il se rappelait de moi quand il m'a vu à la télé avant notre rencontre. Puis il me disait qu'il m'avait reconnu que j'étais son élève. Je me rappelle de lui plus que de prof d'université. Je veux dire, il a été marquant. Puis je me rappelle, il est grand, là, j'étais un homme d'une taille normale, mais mon image de lui, et lui, il fait partie des gens qui ont beaucoup, beaucoup contribué à ce que je m'intègre au Québec. Puis je me sens tellement choyée de l'avoir retrouvé. Je te cite. Tu parles de l'état de l'école. Car il y en a de moins en moins dans nos écoles des orthopédagogues, des psychoéducatrices, des psychologues, des éducateurs spécialisés. Les activités de bricolage auraient fort probablement été plus modestes en raison des restrictions budgétaires. Il y a fort à parier que nous ne serions jamais allés au Salon du Livre et M. Gilles serait sans doute en burn-out. Ça, c'est dans l'école actuelle. Absolument. Ça ressemblera à quoi? En ce moment, là, le gouvernement qui nous fait une loi sur l'intégration nationale pour que les immigrants qui ne veulent pas s'intégrer s'intègrent de force, au même moment, ils ont coupé dans les sorties interculturelles. Moi, j'ai mon amie Alejandra Zagamendes qui est députée de Verdun. Elle aussi, elle a raconté son histoire du Chili. Elle est venue du Pérou, réfugiée. Elle a eu de l'aide sociale. Aujourd'hui, elle est doctorante, elle est députée à l'Assemblée nationale, enfant de la loi 101. Puis elle disait, moi, je me rappelle quand j'étais enfant, il y avait les programmes de sortie interculturelle où est-ce qu'elle allait à Rimouski. Puis les jeunes de Rimouski allaient dans son école pour faire un échange, pour savoir c'est quoi les Québécois, puis comment ça marche. Aujourd'hui, ils ont coupé là-dedans. On coupe dans l'intégration. Puis moi, je vous le dis, là, ceux qui vont assurer, je vais parler comme certains, la survie de la nation québécoise, ce sont les enfants de la loi 101. Puis pour ça, il faut qu'on mette toutes les chances de notre côté. Et l'école publique québécoise, bien financée, avec tous ces professionnels-là, c'est eux qui vont faire qu'on va assurer l'avenir de notre nation québécoise pour toujours. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y en a aucune autre. Ça n'existe pas. Sinon, c'est le déclin tranquille du Québec. On sent une forme d'âge d'or dans ton histoire quand tu es arrivé ici. On dirait qu'il y avait de l'espoir. Là, on a vu une détérioration du milieu scolaire, des services et tout ça. La Rouba qui débarque des Émirats en 2025, elle n'aurait probablement pas ta vie aujourd'hui. Ben moi, c'est mon combat. Sincèrement, disons, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je l'ai écrit, pour lesquelles je fais de la politique, mais il y a celle-là. Moi, je veux que les enfants qui viennent d'ailleurs ou qui viennent d'ici aussi, là, je veux dire, il y a des enfants qui sont nés ici puis qui devraient bénéficier de nos services publics puis d'un filet social fort. C'est pour tout le monde. C'est pas juste pour les minorités. Pour la majorité des minorités, tout le monde, on a besoin d'investir dans nos services publics, dans cette richesse qui fait ce qu'on est au Québec. Et pour ça, il faut se donner les moyens. Puis c'est pas vrai qu'on n'a pas les moyens. C'est pas vrai qu'on veut tout gratis puis que nous, on n'est pas des comptables. Moi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je suis comptable. J'ai étudié au HEC en comptabilité. J'ai travaillé pendant 15 ans dans l'industrie manufacturière, dans le domaine privé, dans des usines. Je sais comment compter. Je sais c'est quoi des indicateurs de performance. Je travaille avec des fichiers Excel très longtemps. Je sais comment ça fonctionne. Puis l'argent, on peut aller le chercher. Ce que ça prend, c'est pas la capacité d'accueil, c'est la volonté d'accueil, puis d'y mettre les moyens. Puis on a les moyens, puis dire aux gens qu'on n'a pas les moyens, qu'on peut pas,
je veux dire, c'est quoi l'autre option que vous nous donnez? On laisse juste une élite s'enrichir, puis après ça, les autres, bonne chance. C'est pas ça le Québec. Ça peut pas être ça le Québec. Tes expériences professionnelles, justement, en manufacture et tout ça, sans condescendance, ça va t'aider à bander parce que ce qui va être important pour votre parti, c'est de sortir de l'espèce d'image. On a la même chez Urbania, là, très plateau-centriste, très montréalais, mais tu l'as, là, le côté streetwise. Moi, là je veux dire, j'avais même mis une vidéo sur mes réseaux sociaux où j'étais en mon habit de travail, là, mon habit bleu, c'était écrit Ruba. J'avais mon casque, j'avais mes lunettes, mes bouchons d'oreilles. C'est une fonderie de verre. Ils fabriquent des contenants de verre à Montréal. Mes bottes de sécurité. Puis j'allais voir les gars. Puis, tu sais, tu me mets dans une gang de gars de construction. Moi, je suis pas gênée, là. Puis je suis capable de leur parler. Puis on sera peut-être pas d'accord. Puis ils ont écouté Radio X ou ils ont lu, je sais pas, là, le Journal de Montréal. Puis je suis capable d'avoir une conversation avec plaisir. J'adore ce monde-là. Je les regarde pas avec condescendance. Au contraire, même en l'écrivant, j'ai eu de la nostalgie. Puis j'y retourne des fois aussi comme députée. Je suis retournée dans mon usine à Owens-Illinois, dans Saint-Henri-Sainte-Anne, avec Guillaume Clich-Rivard, le député aussi de la place. J'y retourne. J'ai des collègues qui travaillent encore chez Bombardier. J'aime ce monde-là. Puis j'aime ces gars-là. Puis ces filles de shop-là qui parlent, c'est le peuple. Puis c'est pour eux que je fais de la politique. Le temps file, c'est parce qu'on a du fun. fun. On a du plaisir. Là, Rafi m'a déjà fait plein de signes, plein de fois, mais j'ai pas le choix de te demander. Bon, c'est un nouveau départ. Je veux dire, t'es avec Sol maintenant, un renouveau. Là, il y a Gabriel et Manon. Fait que ça va être votre période. Les sondages sont pas très bons, mais bon, vous avez un an pour vous reconstruire. Est-ce que ça va être une élection déterminante sur l'année prochaine? Cette année-là est très importante. Et les résultats qu'on va avoir aussi vont être importants, mais on est quand même le seul parti à défendre des choses qui ne sont plus défendues par personne. Je le sens, là, c'est flagrant à quel point tout le monde est allé à droite du centre. Donc, pour parler pour les travailleurs, les gars de shop et les filles de shop que je connais, pour parler pour les gens qui sont dans la rue, dans des campements, alors qu'on est une société riche puis on peut pas accepter ça, pour parler pour les mères de famille que je croise, qui me disent, moi, avant d'aller faire l'épicerie, je regarde dans mon compte en banque si j'ai assez d'argent, la peur au ventre pour faire l'épicerie. Pour tout ce monde-là, on est les seuls à parler de ça. Je le sens, je le vois. Pour les jeunes qui sont éco-anxieux puis qui ont un besoin de projets plus grands qu'eux, comme un pays vert, un pays inclusif, on est là, on est les seuls. Il y a une opportunité. Il faut que ça continue. Moi, je suis membre fondatrice puis je vais tout faire pour que, pas juste que le parti continue, pour que les convictions qu'on défend continuent. On en a plus besoin maintenant que jamais. Surtout que le défi, c'est que de ne pas voter pour QS parce que vous avez des bonnes idées pour pousser un agenda, pour prendre le pouvoir. Absolument. Carrément. Et il y a eu... Bien sûr. Là, le mot est bon parce qu'il y avait une frange un peu plus radicale au sein de QS avant, qui dénonçait l'approche pragmatique de Gabriel. Tout ça. Est-ce que le ménage est fait dans la cabane? Non, mais c'est pas le ménage. Il y a de la place pour tout le monde. Et c'est normal. On est toutes des personnes avec les mêmes convictions, de gauche, progressistes. Après ça, il y a des différentes façons de faire. Moi, je suis pas chef de parti seul non plus. On est des co-porte-parole parce que cette idée de dire que nous, on veut prendre les décisions ensemble, il n'y a pas juste un monsieur bien qui connaît toute la vérité puis c'est lui qui nous montre le chemin. On a un leadership. J'ai un leadership avec Sol. On sait où est-ce qu'on s'en va, mais on est fort des gens qui sont dans notre parti, où est-ce qu'on partage le pouvoir. Puis ça, c'est très bon, surtout dans une époque où notre démocratie est menacée. Même au Québec, elle est menacée. Le barreau du Québec nous l'a dit. Il y a une dérive autoritaire du gouvernement. Il ne faut pas le remplacer par un autre parti qui va aller dans une dérive autoritaire. Donc, si on tient à la démocratie, on a besoin aussi, dans notre parti, de le pratiquer. C'est ce qu'on fait. Puis moi, on va défendre des valeurs qui sont des valeurs québécoises. Là, tu n'es pas obligé d'aller à Saint-Jean-de-Sol parce que tu es co-porte-parole avec. Hein? Ça a l'air bizarre. J'aimerais ça quand même voir ce qui se passe là. J'y suis jamais allée, mais j'ai vu des vidéos puis ça a l'air vraiment le fun. C'est sûr qu'ils ont des diablos, quelqu'un, ou des cracheurs de feu. Je sais pas. En tout cas, je sais qu'il y a toujours un feu. Fait qu'ils doivent faire des prières pour que la gauche prenne le pouvoir. Continuez. Oui, continuez. Merci, Rita Gamache. Merci, Hugo. Je vais te trouver un nom arabe. Hugo. Hugo? Je sais pas. Je vais te trouver. Je vais y penser. Merci beaucoup. C'était un plaisir.